Crise politique au Mali, la CEDEAO va-t-elle se conformer à la volonté du peuple malien? Le pouvoir de Ibrahima Boubacar Keïta vacille mais ne tombe pas. La rue peut-elle faire partie IBK? Nous accueillons notre premier invité, un panafricain béninois, journaliste indépendant, Olivier Dossouf. Bonsoir, merci de nous accompagner en ligne depuis Belgique. Bonsoir Amos, je salue également tous ceux qui nous écoutent et merci encore pour l'invitation que vous me faites pour échanger avec vous au sujet de la crise au Mali, un pays frère de l'Afrique de l'Ouest. Olivier Dossouf, je le disais, vous êtes un grand panafricain béninois, vous suivez de près ce qui se passe actuellement au Mali et ce qui ressemblait au départ à un mouvement d'humeur de l'opposition politique malienne semble devenir un mouvement citoyen généralisé de désapprobation de la gouvernance d'IBK. Les Maliens rassemblés au sein du mouvement M5 demandent purement et simplement la démission d'IBK. Alors Olivier Dossouf, comment en est-on arrivé là? Je dirais que la crise malienne est essentiellement liée à deux aspects. Premier aspect, c'est un aspect lié à la crise de la légitimité des différents leaders qui se sont succédés à la tête du pays depuis plusieurs années. C'est vrai que ces différents leaders avaient une forme de légalité démocratique, mais au plan de la légitimité, ces leaders ont échoué à incarner l'intérêt général du peuple malien. Alors, lorsque vous prenez par exemple le président Alpha Omar Konaré, qui a gouverné le Mali à travers 2 mandats successifs, vous prenez également son successeur Amadou Toumani Touré, qui a été chassé du pouvoir au terme d'un coup d'État en 2013. Vous prenez également le président Diankouda Traoré, qui a assumé la transition. Ensuite, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été élu en 2013, comme nous le savons. Nous assistons en fait à une forme d'incompétence, incompétence au sommet de l'État. La plupart de ces leaders-là ont plutôt servi leurs intérêts propres, se sont énormément enrichis, ont pillé le Mali, et jamais au Mali on a privatisé autant ces dernières décennies. C'est-à-dire que en 30 ans de gouvernance démocratique, c'est-à-dire autour de 91 à ce jour, on a assisté à un véritable bradage de l'économie malienne avec vraiment des privatisations ruineuses pour l'ensemble du peuple malien. Alors, à ces différentes raisons que j'ai évoquées précédemment, il faut ajouter également le rôle de la France au niveau de la crise malienne. Aujourd'hui, les 2/3 du territoire malien échappent au peuple souverain du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta a signé un certain nombre d'accords de défense et de sécurité qui ont bradé le pays et sa souveraineté au plan de la sécurité aux forces de Barkhane, c'est-à-dire les forces françaises. Et celles-ci ont maintenu dans le pays un état d'ingouvernabilité avec une forme de chaos contrôlé qui fait que les 2/3 du territoire malien sont aujourd'hui dans une situation instable. Et cette situation d'insécurité généralisée au plan militaire et au plan politique a précipité également une crise de la gouvernance, une crise de la légitimité qui a vu de nombreux scandales de corruption, de pillage, de détournement de l'argent des militaires, de détournement des crédits alloués aux forces de sécurité et de défense. Et ensuite, vous avez assisté également à une forme d'élections souvent truquées qui ont permis de maintenir le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta au sommet de l'État sans véritablement avoir une légitimité à la base au niveau donc électoral. Alors, lorsque vous prenez la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est véritablement le dernier scrutin législatif qui a eu lieu dans des conditions absolument calamiteuses qui ont permis donc au parti d'Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir une certaine majorité, mais une majorité contestée et absolument controversée. Alors cette majorité-là, qui est contestée aujourd'hui par le peuple malien, a été rendue possible par la mascarade en termes de décision au niveau du juge
électoral, le juge constitutionnel, Madame, comment il s'appelle, Madame Manassa Danioko, qui a permis, par exemple, l'élection de Karim Keïta alors qu'il était battu dans son fief à Bamako. Alors, lorsque vous ajoutez ces différentes raisons, crise de la gouvernance démocratique, crise de l'État malien, privatisation exacerbée, ruine des caisses de l'État, faillite éthique et morale, détournement de l'argent des militaires et puis également insécurité avec la présence des forces étrangères, des forces européennes, des forces onusiennes, des forces françaises. Le Mali aujourd'hui est dans une situation de chaos généralisé avec une paupérisation massive des populations maliennes. Et c'est toute cette situation-là que le peuple malien, dehors à travers le mouvement du 5 juin RFP, dénonce depuis le 5 juin, donc il y a exactement bientôt 2 mois. Et cette situation aujourd'hui n'est pas sans rappeler la situation que vit l'ensemble des pays francophones qui sont en crise. À vous écouter, on voit que vous avez bien expliqué la situation sociopolitique au Mali avec cette crise qui perdure et perdure. C'est ce qu'a dénoncé également plusieurs mouvements de la société civile malienne. Eh bien, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est à la rescousse depuis quelques jours dans ce pays. On parle du Mali et pour l'heure, les Maliens semblent rejeter les premières propositions de sortie de crise car jugées trop timides, mais surtout non conformes à leurs aspirations profondes. La nouvelle mission de haut niveau attendue jeudi dernier est composée du Nigérien Mamadou Issoufou, du Sénégalais Macky Sall et du Ghanéen Nana Akufo-Addo et de l'Ivoirien Alassane Ouattara. Arriverait-elle à relever le défi selon vous, Olivier Dousoufado? La CEDEAO a en effet été missionnée pour régler la crise malienne et les pairs africains de cette organisation sous-régionale ont désigné l'ancien chef d'État Goodluck Jonathan pour régler cette crise. En effet, Goodluck Jonathan est arrivé au Mali le 14 juillet, il est resté 5 jours, il a négocié avec les différentes parties prenantes de la crise malienne. Sa mission a abouti à un échec total, mais il faut dire 2 choses. La première, c'est la personnalité du médiateur. Goodluck Jonathan est un président qui sert essentiellement les intérêts de la France-Afrique. Sa présidence à la tête du Nigeria est suffisamment éloquente et témoigne de ce qu'il ne peut pas apporter une solution et une perspective heureuse au peuple malien. Je rappelle que c'est sous sa férule que Alassane Ouattara est venu au pouvoir, l'armée nigériane, les forces de sécurité et de défense du Nigeria se sont impliquées dans l'éviction de façon brutale et violente du président légitime Laurent Gbagbo. Donc, Goodluck Jonathan, c'est un président extrêmement fantoche qui n'est pas du tout crédible et qui ne mérite pas d'être pris au sérieux. Évidemment, nous sommes dans le cadre d'un syndicat de chefs d'État africains, notamment francophones, qui a à cœur de soutenir un de leurs pairs qui est menacé de destitution par la population. Et le risque est d'éviter que ça ne fasse un effet de domino dans la sous-région. C'est pour cela qu'il est dépêché. Alors, la seconde raison, évidemment, liée à cette mission, c'est que les propositions formulées par le médiateur Goodluck Jonathan ont trait essentiellement à une participation à un gouvernement de large union nationale, autour de 50% de postes seraient réservés donc aux contestataires, donc au MRC, au M5 RFP, et ils ont également acté la nécessité d'aller vers la dissolution de la Cour constitutionnelle, qui est également l'une des pommes de discorde. Vous avez également des législatives partielles qui sont annoncées. Mais tout ça ne pourra véritablement pas sauver IBK. La preuve, les différents contestataires, le mouvement du 5 juin RFP a rejeté l'ensemble de ces propositions parce qu'ils ne sont pas dans une démarche électoraliste.
La contestation populaire, c'est une contestation qui touche au cœur même de l'État malien, sa pérennité, sa survie. Et IBK aujourd'hui est un frein à la survie de l'État malien en tant qu'entité sociale, philosophique et pérenne. C'est pour cela que les manifestants, amenés par l'imam Dicko, exigent purement et simplement sa démission. Et bien, parlant toujours de la CEDEAO, elle a un bilan inconstant dans la gestion des crises. Dans les cas burkinabé et togolais, elle a complètement failli. Par contre, pour les crises gambiennes et à certains égards la guinéenne, la CEDEAO semble être au rendez-vous. Et les citoyens ouest-africains semblent, dans leur grande majorité, ne pas faire confiance à la CEDEAO. Alors, Olivier Dessau-Fado, test ultime pour l'organisation sous-régionale dans cette crise malienne. Il faut dire que la CEDEAO, depuis 45 ans d'existence à peu près, a un bilan mi-figue, mi-raisin. Nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais globalement, le bilan de la CEDEAO en matière de résolution des conflits laisse à désirer. Lorsqu'on prend des conflits dans lesquels la France-Afrique est extrêmement impliquée, vous prenez le cas du Togo, le cas de la Côte d'Ivoire, et même au niveau du Mali, la CEDEAO a complètement failli. Je vous rappelle que depuis que le guide libyen a été assassiné, c'est-à-dire le 20 octobre 2011, vous avez eu une déferlante de terroristes et de djihadistes qui sont venus au nord Mali, qui ont massacré, qui ont complètement anéanti l'État, et il fallait intervenir de façon ferme et forte. La CEDEAO a été aux abonnés absents. Elle a préféré sous-traiter ce travail-là de sécurisation des territoires ouest-africains aux forces étrangères françaises qui par la suite vont confier une partie de leur mandat aux forces des Nations Unies qu'on appelle la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Et aujourd'hui, on parle d'un dispositif Barkhane qui implique les 5 pays du Sahel. Mais l'ensemble de cette architecture, à la fois politique, institutionnelle et militaire, exclut la CEDEAO, puisque nous n'avons pas l'ECOMOG, qui est la force de sécurisation, de stabilisation de la CEDEAO. La CEDEAO a préféré sous-traiter son devoir à la mission des Nations Unies au Mali et à la force Barkhane. C'est une grave trahison et ce que nous vivons aujourd'hui au Mali, elle est en partie responsable de cette situation-là. C'est-à-dire que le Mali signe l'échec en lui-même de la responsabilité de la faillite de la CEDEAO en ce qui concerne les questions de paix, de sécurité et surtout de défense de souveraineté. Lorsque vous prenez également la question de l'écho, vous voyez également l'échec de la CEDEAO à ce jour. Parce que la CEDEAO, si elle est capable de parler d'une seule et même voix en ce qui concerne le cas malien, mais il est quand même regrettable de constater qu'en ce qui concerne une monnaie ouest-africaine qui est censée amener vers un développement économique et social de cet espace constitué de 15 pays, après le retrait de la Mauritanie, la CEDEAO ne parle pas d'une même et seule voix. Ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, au plan politique, au plan sécuritaire, la CEDEAO a complètement échoué. Au plan, j'allais dire, institutionnel et démocratique, la CEDEAO aujourd'hui, lorsque vous prenez l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, la plupart des pays francophones sont le grand malade de l'Afrique. Vous prenez la Guinée d'Alpha Condé, vous prenez le Niger de Issoufou, vous prenez le Togo de Faure Gnassingbé, prenez le Mali d'Ibrahim Boubacar Keïta, le Sénégal de Macky Sall, vous prenez la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, le Bénin de Patrice Talon. Tous ces régimes-là sont des régimes faillis qui ont échoué sur le plan démocratique à même respecter les principes édictés par la CEDEAO, notamment le protocole additionnel sur la démocratie, la bonne gouvernance et les élections. Donc, clairement, pour nous aujourd'hui, il est question de dire que
la CEDEAO, en ce qui concerne son bilan, il est globalement négatif pour les différents aspects que je viens d'énumérer.